Nous sommes en l'an 2000. Chaque matin, un étudiant de Sciences Po se rend en région parisienne chez Paul Ricoeur, un des plus grands philosophes français du XXe siècle. Ensemble, le philosophe de 87 ans et l'étudiant de 22 ans lisent de la philosophie antique. L'après-midi est consacré à l'écriture. 17 ans plus tard, en 2017, les Français élisent un nouveau président. Le nouveau président de la République. Des médias saluent l'avènement d'un président philosophe. Certains commentateurs enthousiastes disent plus précisément « c'est Platon qui passe la porte de l'Élysée ». Le titre d'un article de Libération pose la question « Le retour du philosophe roi ?» Platon avait en effet écrit 2400 ans plus tôt « Tant que la puissance politique et la philosophie ne seront pas réunies, il n'est point de remède aux maux qui désolent les États, ni même à ceux du genre humain. » L'union du pouvoir et de la philosophie demeure, comme l'a révélé l'élection d'Emmanuel Macron, un puissant fantasme de l'imaginaire collectif. Un fantasme qui a le pouvoir de séduire l'opinion et de légitimer les dirigeants. Vous allez voir que l'idée du philosophe roi de Platon est très utile pour comprendre le fonctionnement politique de nos sociétés. Il faut d'abord se faire un nom, aurait dit Platon. Eh bien, lui, il a réussi. Il a si bien réussi qu'il est difficile de le présenter rapidement. Quelles sont les clés de son destin personnel? C'est un Athénien de la fin du 5e siècle et de la première moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ. Sa famille étant une des plus riches et des plus puissantes d'Athènes, il est promis à un rôle politique de premier plan. Mais il abandonne cette ambition après sa rencontre avec Socrate. Il fonde son école, l'Académie, une dizaine d'années après le procès et la mort de Socrate. Enfin, information essentielle pour comprendre l'idée du philosophe roi, Platon se rendra 3 fois à Syracuse, une colonie grecque au sud-est de la Sicile. Platon s'y rendra pour conseiller le tyran, mais il échouera à imposer ses idées. Comme Platon l'ambitionnait, il s'est fait un nom, et quel nom? Mais un nom de penseur, de théoricien. Alfred North Whitehead, un mathématicien anglais de la fin du 19e siècle et de la première partie du 20e siècle, qui s'est mis à la philosophie très tard, dans la cinquantaine. Alfred North Whitehead est même devenu prof de philo à Harvard à 63 ans. Alfred North Whitehead est l'auteur de la célèbre formule « La tradition philosophique occidentale consiste en une suite de notes de bas de page à Platon ». C'est bien sûr exagéré, mais la formule révèle l'importance de Platon. Il domine la pensée du monde antique et toute la philosophie occidentale. Je fais partie de ceux qui trouvent qu'Aristote est supérieur à son maître Platon, mais je reconnais que Platon a forgé beaucoup de concepts dont nous sommes les héritiers. C'est d'ailleurs ça le sens précis de la formule de Whitehead. La richesse des idées disséminées dans l'œuvre de Platon a nourri la philosophie occidentale. Et parmi ces idées séminales, il y a celle du philosophe roi. C'est une des idées phares du plus important dialogue de Platon, la République. Pour le dire en une phrase, la République, c'est la présentation, par la voix de Socrate, en partant d'une réflexion sur la justice, de la société idéale, de l'utopie de Platon. Platon écrit la République dans la quarantaine ou dans la première partie de la cinquantaine. Il mobilise également l'idée du philosophe roi dans 2 dialogues écrits plus tard, dans sa vieillesse, Les Lois, qui est le véritable traité politique de Platon,
Et puis l'idée du philosophe roi est encore présente, quoique de manière indirecte, dans le dialogue le politique. Mais la source essentielle pour comprendre l'idée, c'est La République, qui est peut-être le livre le plus célèbre de la philosophie occidentale. Il en est où, Platon, dans sa vie, lorsqu'il écrit La République ? Ce qu'on sait, c'est qu'il est déjà un homme mûr de 40 ou 50 ans. Il vit à Athènes, qui est toujours, malgré son déclin géopolitique, une capitale culturelle au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les premiers dialogues philosophiques de Platon plaisent à la jeunesse en quête de sens, il a la même cible que Socrate. Autre précision importante, Platon a déjà voyagé. Il a rencontré des prêtres en Égypte, des adeptes de la secte de Pythagore en Italie, des prophètes en Judée, les actuels Israël et Palestine, et des mystiques hindous en Asie. Bref, Platon a de la bouteille. Du coup, il a certainement découvert des régimes politiques et peut-être même rencontré des dirigeants qui lui ont inspiré l'idée du philosophe roi. Quelles sont les sources de cette idée ? Platon s'inspire d'abord d'une tradition politique. À son époque, c'est une pratique courante qu'une cité fasse rédiger ses lois par un sage. L'exemple historique de cette tradition le plus connu, c'est la rédaction, au tournant du VIe siècle avant Jésus-Christ, de la constitution d'Athènes par Solon, un des 7 sages de la Grèce antique. On peut aussi penser à Lycurgue, le mythique législateur de Sparte. Platon s'inspire donc probablement de la figure traditionnelle du législateur originel. Mais bon, dire ça, ce n'est pas faire dans la précision. Quelles sont les sources plus précises de l'idée du philosophe roi ? Pas facile de répondre car à son époque, Platon a une réputation de plagiaire. Ainsi, il n'évoque pas, il dissimulerait les éventuelles influences à l'origine de ses théories. Ou alors, il ne les évoque que brièvement. Heureusement, avec plus de 2 millénaires de commentaires érudits, nous avons des pistes intéressantes. Voici donc 3 probables sources de l'idée du philosophe roi. Platon s'inspire déjà de l'expérience politique des pythagoriciens. Au tournant du 5e siècle avant Jésus-Christ, environ 300 disciples de Pythagore installent un gouvernement aristocratique à Crotone, tout au sud de l'Italie. Aristocratie, ça veut dire étymologiquement le pouvoir, kratos, des meilleurs, Aristos. C'est en effet une aristocratie qu'il faut aux pythagoriciens, puisque leur gourou disait « C'est une chose insensée de tenir compte de l'opinion du grand nombre ». La ville de Crotone est donc administrée selon la philosophie de Pythagore, ce qui implique notamment un assainissement des mœurs. Mais les pythagoriciens sont renversés au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils seront persécutés dans les autres villes où ils s'installeront, et Platon rencontrera des survivants de ces persécutions. Il s'inspirera donc probablement de l'expérience politique des pythagoriciens. La deuxième principale source de son idée du philosophe roi, c'est la constitution de Sparte, la légendaire cité guerrière du sud de la Grèce. À l'époque de Platon, les Grecs admirent le modèle de Sparte, qui vient de battre Athènes quelques années avant la mort de Socrate lors de la guerre du Péloponnèse. Or, à Sparte, le pouvoir est détenu par une élite de citoyens formés et disciplinés. Enfin, la troisième principale source de l'idée du philosophe roi, c'est Socrate, qui est, selon Aristote, l'inspirateur de la doctrine politique de Platon.
Ce que Socrate inspire précisément à son disciple Platon, c'est la nécessité que le philosophe roi soit animé par une éthique supérieure. Autrement dit, une force intérieure pousse le philosophe roi à faire le bien. Voilà pour les principales sources de l'idée du philosophe roi. En résumé, Platon s'inspire probablement de la tradition politique du sage législateur, de l'expérience politique des pythagoriciens, de la constitution aristocratique de Sparte, et enfin de la réflexion éthique de son maître Socrate. J'en viens maintenant à l'idée du philosophe roi elle-même. Nous sommes autour de 390 avant Jésus-Christ, à Égine, une île grecque au sud-ouest d'Athènes. Un marchand propose à la vente un esclave pas comme les autres. C'est un grand homme costaud avec un air très digne. Ce n'est autre que Platon. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Revenons une dizaine de jours en arrière. Platon est à Syracuse, la colonie grecque du sud-est de la Sicile. Comme il est déjà célèbre, il conseille Denis, D-E-N-Y-S, le tyran qui règne sur Syracuse depuis déjà 17 ans. Mais le courant ne passe pas du tout entre eux. Platon, qui a un énorme ego, ne flatte jamais Denis. Au contraire, il prend le risque de critiquer le tyran. Un jour, il l'insulte carrément au cours d'une discussion. Denis veut d'abord faire assassiner le philosophe, mais finalement, pris d'un élan de bonté, le tyran fait livrer Platon à un marchand d'esclaves. Platon s'en sortira grâce à un riche ami qui le rachète et qui en plus refusera qu'il le rembourse. Ça sert d'avoir des amis haut placés. Que révèle cette anecdote? Elle révèle qu'il n'est pas facile qu'un roi devienne philosophe. Autrement dit, de faire un roi philosophe. Je répète, un roi philosophe, et non pas un philosophe roi. Platon a voulu faire de Denis un roi au sens où il règne sur le peuple de Syracuse. Platon a voulu faire de ce roi un philosophe. Et il a échoué. Lamentablement échoué. Platon pensait, par son influence, convertir le tyran à la philosophie. Mais il n'a pas obtenu ne serait-ce qu'un début d'évolution. Après, Platon n'est pas le seul à avoir échoué. Dans l'Antiquité, Aristote et Sénèque, respectivement précepteurs d'Alexandre et de Néron, Aristote et Sénèque échouent à faire d'Alexandre et de Néron de sages empereurs. Autre exemple célèbre, au milieu du XVIIIe siècle, Voltaire, qui est alors un peu le Platon européen, Voltaire ne parvient pas à gagner la confiance du roi Frédéric II de Prusse. Et puis une vingtaine d'années plus tard, Diderot, un autre grand philosophe des Lumières, le maître d'œuvre de la fameuse encyclopédie, une vingtaine d'années après l'échec de Voltaire auprès de Frédéric II de Prusse, Diderot a une influence limitée sur l'impératrice Catherine II de Russie. Ces échecs laissent penser qu'il est difficile de faire un roi philosophe. Autrement dit, il paraît irréalisable de prendre un chef d'État et d'en faire un sage, c'est-à-dire que le chef d'État acquiert la sagesse après le pouvoir. Logiquement, il faudrait donc procéder dans l'autre sens, prendre un sage et en faire un chef d'État. Dans ce sens, le dirigeant a détenu la sagesse avant le pouvoir, ce qui fait de lui un philosophe roi, et non pas un roi philosophe. Dans ce sens, c'est la sagesse qui précède le pouvoir. Je pense que vous avez compris, le premier des deux noms communs indique la qualité que le dirigeant a eue en premier. Le roi philosophe
est un roi devenu philosophe, tandis que le philosophe roi est un philosophe devenu roi. Il existe donc deux façons de réunir la puissance politique et la philosophie, et l'échec de Platon auprès de Denis, lors de son premier voyage à Syracuse, cet échec suggère que la bonne manière de s'y prendre pour réunir la puissance politique et la philosophie, c'est de mettre la sagesse au pouvoir. Autrement dit, que le philosophe devienne roi. Mais il y a un problème. Les philosophes sont impopulaires dans une collectivité qui n'est pas encore philosophique. Pour surmonter cette impopularité, il faut des circonstances exceptionnelles, comme lorsque les pythagoriciens ont accédé au pouvoir à Crotone. Mais l'échec de leur utopie fait certainement penser à Platon que les philosophes ne réussiront pas à conquérir le pouvoir dans des circonstances ordinaires. Comment s'y prendre alors pour réunir le pouvoir et la philosophie ? La bonne méthode, c'est d'abord de convertir un chef d'État à la philosophie, de développer l'amour de la philosophie chez les gouvernants, puis, dans un second temps, de former des philosophes pour le pouvoir. Former des philosophes pour le pouvoir. Il y a 10 ans, lorsque je préparais le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration française créée en 1945 et dissoute par Macron en 2021, lorsque je préparais le concours de cette école, elle me faisait beaucoup penser à l'utopie de la République de Platon. Pourquoi ? Parce que l'ENA et l'utopie de Platon procèdent du même idéal d'un gouvernement éclairé. Ce qui me faisait penser à l'utopie de Platon, c'est plus précisément l'union du savoir et du pouvoir qui s'incarne dans le projet de l'ENA porté par le général de Gaulle. La véritable école du commandement est la culture générale, écrit de Gaulle dans Vers l'armée de métier. Au fond des victoires d'Alexandre, ajoute-t-il, on retrouve toujours Aristote. Là, de Gaulle surestime certainement l'influence d'Aristote sur Alexandre. En tout cas, sa conception de la culture générale, c'est-à-dire du savoir comme école du commandement, cette conception se retrouvait dans le concours d'entrée de l'ENA. En plus de comporter une épreuve de culture générale, le concours imposait à toutes les autres épreuves le paradigme de la culture générale. Ainsi, il ne fallait pas, pour réussir, une perspective de spécialiste, mais plutôt des vues générales, synthétiques et transversales. L'épreuve de droit se rapprochait ainsi d'une épreuve de culture juridique, celle d'économie d'une épreuve de culture économique, etc. Alors, Platon, lui, n'imagine pas un concours pour sélectionner les dirigeants éclairés de son utopie, qu'il appelle les gardiens ou gardiens-chefs, les deux autres classes sociales étant les producteurs et les guerriers. Donc, pas de concours dans l'utopie de la République. Mais il est bien question de sélection, et même d'une sélection méritocratique. Voici ce qu'imagine Platon. Identifier les enfants qui ont des aptitudes naturelles pour la philosophie, les préparer aux plus hautes responsabilités tout en mesurant leur progrès. Nous établirons, écrit Platon dans la République, chef et gardien de l'État, celui qui, dans l'enfance, dans la jeunesse, dans l'âge viril, aura passé par toutes ces épreuves et en sera sorti pur. Quelles sont-elles, ces épreuves ? Dans le détail, le parcours éducatif pour devenir philosophe roi comporte 6 phases qui sont présentées dans le livre 7 de la République. Première phase, les enfants qui ont un potentiel philosophique étudient d'abord les sciences. Il y a bien sûr les mathématiques qui inspirent la philosophie de Platon, il y a également l'astronomie, il y a encore la musique au sens de tout ce qui est soumis aux muses,
les déesses grecques de la création intellectuelle et artistique. Dans ce sens, la musique correspond un peu à ce que nous appelons culture générale. Je résume, maths, astronomie et musique pour la première phase. Deuxième phase du parcours éducatif pour devenir philosophe roi, à l'adolescence, les candidats se mettent pendant 2-3 ans à la gymnastique, ce qui correspond à ce que nous appelons aujourd'hui l'athlétisme. Platon estime que l'athlétisme forme aussi l'âme, il rend courageux notamment. Troisième phase, de 20 à 30 ans, les meilleurs candidats reprennent l'étude des sciences, mais cette fois-ci en les mettant en rapport les unes avec les autres. Quatrième phase, de 30 à 35 ans, ils se consacrent à la dialectique, entendue comme la science qui permet d'atteindre l'essence des choses. C'est le sens que Platon donne à la dialectique dans la République, mais il la définit différemment dans d'autres dialogues. Dans le cadre de la théorie du philosophe roi, la dialectique n'a pas un des deux sens les plus courants pour nous, à savoir une méthode de réflexion par enchaînement de pensées, ou, second sens le plus courant pour nous, l'art du dialogue rationnel. L'étymologie de dialectique étant le grec dialégein qui signifie dialoguer. La dialectique que pratique le futur philosophe roi, c'est autre chose. C'est la science qui donne accès à la forme ultime du savoir, les idées de Platon, c'est-à-dire les modèles abstraits de la réalité concrète. Cette dialectique-là est, pour Platon, la plus haute forme de science. Donc les candidats s'y consacrent de 30 à 35 ans lors de la quatrième phase. Cinquième phase du parcours éducatif pour devenir philosophe roi, de 35 à 50 ans, les candidats exercent des fonctions sociales, militaires notamment, afin d'accumuler de l'expérience. C'est le même principe que les stages dans les formations modernes. Enfin, sixième et dernière phase qui commence à 50 ans, les meilleurs candidats accèdent à la responsabilité gouvernementale. Je résume rapidement les 6 phases. Initiation aux sciences dans l'enfance, athlétisme à l'adolescence, approfondissement des sciences dans la vingtaine, dialectique de 30 à 35 ans, service dans la société de 35 à 50 ans, et enfin, accession au pouvoir des tout meilleurs candidats à 50 ans. Qu'est-ce qui est frappant dans cette formation du philosophe roi ? Le déséquilibre en faveur de la théorie. Le mot théorie vient du grec théoros qui signifie spectateur. Le problème avec la théorie, c'est donc qu'on est dans la posture d'un spectateur. On n'est pas acteur, on n'est pas dans la pratique. Et cette idée issue de l'étymologie se retrouve dans la définition de la théorie. La théorie, c'est un système d'idées conçu indépendamment de ses éventuelles applications. Donc la formation du philosophe roi privilégie la théorie. Les futurs gardiens acquièrent un important bagage théorique et ils ne se frottent à la réalité, à la pratique, qu'à partir de 35 ans. Pas mal de candidats au concours de l'ENA, dont moi, étaient un peu dans la même situation. Milieu voire fin de la vingtaine, bardés de diplômes, mais avec une bien maigre expérience professionnelle. Autre trait frappant de la formation du philosophe roi, l'accès au pouvoir est retardé. Malgré son amour pour la théorie, Platon sait qu'elle ne suffit pas à la sagesse. Il sait que la sagesse est aussi une question d'expérience et donc une question de temps. À 50 ans, le philosophe est mûr pour le pouvoir. Macron, lui, a accédé au pouvoir 11 ans trop tôt, dirait l'auteur de La République. En conclusion,
Platon veut que le philosophe roi soit un théoricien et qu'il accède au pouvoir à un âge avancé à partir de 50 ans. Mais Platon veut encore autre chose. Nous sommes en moins 480, à la légendaire bataille des Thermopyles qui oppose Sparte à la Perse. Les Spartiates, à seulement 300, repoussent toutes les attaques de l'armée perse, jusqu'à ce que les Perses changent de tactique en visant les flancs du groupe de 300 soldats. Alors les Spartiates tombent un à un. Momentanément aveugle, un des soldats est évacué du danger, mais il ordonne à son esclave de le ramener afin qu'il meure à son poste de combat au milieu des siens. Après la guerre, les Spartiates dresseront un monument commémoratif sur le champ de bataille avec ces mots « Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. » Les Spartiates sont donc d'exceptionnels soldats entièrement dévoués à l'État. Ils ont été entraînés et conditionnés pour cela dès l'enfance. Leur éducation les a animés d'une éthique supérieure. Autrement dit, les Spartiates ont conscience de leur appartenance à un tout qui les dépasse et qui mérite leur sacrifice. Le philosophe roi de Platon n'est pas un guerrier, mais il est animé par un dévouement comparable à celui du Spartiate. Comment Platon éveille-t-il une éthique supérieure chez les candidats ? C'est d'abord le fruit de l'étude de la philosophie. Le philosophe roi est philosophe avant d'être roi et il ne cesse jamais de philosopher. Or, philosopher, pour Platon, ça signifie contempler les idées, tout particulièrement l'idée du bien. Il faut qu'elle imprègne l'âme des futurs gardiens dès l'enfance. Après avoir contemplé l'essence du bien, écrit Platon à propos des futurs gardiens, ils s'en serviront désormais comme d'un modèle pour gouverner, chacun à leur tour, et l'État, et les particuliers, et leur propre personne, se chargeant, quand leur tour arrivera, du fardeau de l'autorité et de l'administration des affaires, dans la seule vue du bien public, et moins comme un honneur que comme un devoir indispensable. Autrement dit, philosopher permet de voir le bien, et cette idée, au sens de Platon, l'idée du bien permet de comprendre ce qu'est le bien public. Dit encore plus simplement, la philosophie permet d'identifier ce que la mythologie politique française moderne appelle l'intérêt général. Après, Platon est un minimum pragmatique. Il imagine bien que l'étude de la philosophie n'est pas une garantie absolue du dévouement des futurs gardiens. Ils seront donc mis à l'épreuve tout au long de leur éducation. Leurs formateurs évalueront en particulier leur dévouement à l'État et leur capacité de résistance face à l'adversité et aux diverses séductions qui corrompent l'homme ordinaire. Mais la philosophie et l'évaluation continue ne suffiront pas à façonner l'éthique supérieure des gardiens. Il faut encore un mode de vie. Et Platon veut un mode de vie communiste. Aristote, qui a une connaissance encyclopédique des penseurs de l'Antiquité grecque, Aristote estime que Platon est le seul à avoir théorisé une forme de communisme. C'est quoi concrètement ce communisme des gardiens ? Par définition, tout d'abord, les futurs gardiens ne connaissent pas la propriété privée. Ils ne possèdent rien, ils ne peuvent rien acheter ou vendre, ils ont l'interdiction ne serait-ce que de toucher de l'or ou de l'argent, ils sont nourris juste ce qu'il faut par les producteurs. Platon s'inspire clairement de la proverbiale simplicité spartiate, laquelle inspirera également, 2 millénaires plus tard,
la critique de la civilisation de Rousseau. Le communisme des gardiens de Platon ne s'arrête pas à l'abolition de la propriété privée. Platon veut encore la plus forte fraternité entre les gouvernants. Ils doivent donc encore partager les repas, le sommeil, les partenaires sexuels et les enfants. Ce communisme est explicitement inspiré par la secte de Pythagore. En effet, dans la République, Platon fait directement référence, par la voix de Socrate, à la fameuse formule de Pythagore « Entre amis, tout est commun ». Le communisme des gardiens est également inspiré par le modèle spartiate. Lycurgue, le légendaire législateur à l'origine de ce modèle, voulait que tous les citoyens mangent ensemble la même nourriture. Lycurgue voulait également que les enfants spartiates soient considérés comme appartenant à la communauté, même s'ils étaient élevés par leurs parents. Enfin, Lycurgue avait encore imaginé des solutions pour stimuler les naissances. Sparte pratique l'eugénisme et Platon s'inspire encore de cela. Rappelez-vous que c'est Socrate qui développe l'utopie de Platon dans la République. Pour défendre l'eugénisme, Socrate évoque l'élevage des chiens de chasse, des oiseaux de proie et des chevaux. Le but est de favoriser les rapports entre les citoyens d'élite. Une série de mesures serviront ce but, comme l'organisation de fêtes pour rapprocher les futurs époux, ou encore l'encadrement de la contraception par l'État. Il doit autoriser et même encourager les citoyens d'élite à procréer à l'âge idéal. La sélection des futurs gardiens combine donc la méritocratie, puisque Platon veut, on l'a vu, détecter les enfants qui ont un potentiel philosophique. La sélection combine la méritocratie et l'eugénisme. Et cette combinaison s'inscrit dans le mode de vie communiste, dont Platon escompte qu'il maintiendra les gardiens dans leur fonction de protecteurs bienveillants de la communauté, dévoués à l'harmonie sociale. Pourquoi l'éthique du philosophe roi est-elle si importante ? Parce qu'elle conditionne l'harmonie de l'État. De même que la corruption des chefs contamine le corps social, leur vertu s'y diffuse et assure la prospérité collective. Je cite Platon, « Si nous formons de vrais gardiens de l'État, que ce soit des gardiens incapables d'en compromettre la sûreté. » Le philosophe roi est donc, par son éthique supérieure, le garant de l'ordre social. Je crois que nous avons vu l'essentiel pour comprendre l'idée du philosophe roi. Cette idée traduit le projet de réunir la sagesse et le pouvoir. La manière dont Platon compte s'y prendre, c'est de convertir un chef d'État à la philosophie dans un premier temps, puis de faire émerger dans un second temps, par la sélection et l'éducation, les dirigeants éclairés de son utopie. Les candidats suivront une formation en 6 phases. En plus de la pratique de la philosophie, ils auront un mode de vie communiste qui contribuera à entretenir en eux une éthique supérieure grâce à laquelle ils gouverneront selon l'intérêt général. En quoi l'idée du philosophe roi nous aide-t-elle à comprendre notre monde ? En premier lieu, elle nous aide à détecter la dimension aristocratique des régimes démocratiques modernes, la Ve République française par exemple. Comment ne pas penser aux énarques quand Platon théorise les gardiens ? Les hauts fonctionnaires et les hommes d'État sortis de l'ENA correspondent particulièrement bien à l'élite dirigeante imaginée par Platon. Mais il y a d'autres exemples. On peut penser à l'élite politique britannique, dont beaucoup de membres ont été formés à la prestigieuse école privée pour garçons Eton, avant d'entrer à Oxbridge, c'est-à-dire une des 2 célèbres universités britanniques, Oxford ou Cambridge,
d'où la contraction Oxbridge. On peut encore penser à d'autres exemples, comme la faculté de droit de l'université de Tokyo, qui forme une bonne partie de l'élite administrative japonaise, ou encore l'école centrale du Parti communiste chinois, qui forme idéologiquement notamment les futurs dirigeants du Parti communiste chinois. Bref, on peut dire que de nombreux États modernes ont leur gardien, entre guillemets, ce qui n'est pas super démocratique, il faut bien le dire. Une des principales fonctions de l'instruction supérieure jusqu'à nos jours est de dresser une barrière entre les gouvernants et les gouvernés. Et je ne parle même pas du problème de la reproduction sociale, selon la terminologie de Bourdieu. L'idée du philosophe roi nous aide donc déjà à détecter la dimension aristocratique des régimes démocratiques modernes. Ensuite, elle nous rappelle également l'intérêt d'avoir des dirigeants vertueux. Le poisson pourrit toujours par la tête, dit un proverbe chinois. L'immoralité des élites contamine toute la société et dissout la confiance nécessaire à l'harmonie sociale. C'est pour ça que les gardiens de Platon ont une éthique supérieure. Ils sont moralement exemplaires, incorruptibles et surtout animés par le sens du bien commun. C'est certes un idéal, mais les gouvernés veulent des gouvernants qui se rapprochent de cet idéal. Enfin, l'idée du philosophe roi nous aide encore à comprendre l'enjeu de la formation des dirigeants. Et je veux notamment dire le contenu de la formation. Si Platon imagine un programme précis d'éducation et de conditionnement pour les futurs gardiens, c'est parce qu'il sait que ce qu'il y a dans leur tête se retrouvera dans les décisions qu'ils prendront une fois au pouvoir. Dit simplement, la formation des dirigeants, c'est la direction future du pays. Par exemple, un dirigeant qui a été formé à l'économie par des libéraux gouverne en faisant confiance au marché. Mais un dirigeant qui a eu des professeurs keynésiens veut davantage intervenir dans l'économie. Le contenu de la formation des élites dirigeantes a donc de vastes conséquences pour la société tout entière des dizaines d'années plus tard. L'idée du philosophe roi est ainsi très utile pour comprendre notre monde. Nous voyons mieux la dimension aristocratique des démocraties modernes, l'importance de la vertu des gouvernants et enfin l'enjeu de leur formation. Bien sûr, l'idée du philosophe roi a aussi des limites. Tout d'abord, Platon pêche évidemment par utopisme. Autrement dit, son projet politique ne semble pas réalisable dans la pratique. Vous y croyez, vous, à des dirigeants qui soient des philosophes incorruptibles ? Les exemples historiques sont extrêmement rares. Pour un Marc Aurèle, l'empereur romain du IIe siècle après Jésus-Christ, qui incarne peut-être le seul philosophe roi de l'histoire, pour un Marc Aurèle, combien de dirigeants corrompus qui sacrifient le bien commun à leur intérêt personnel ? D'ailleurs, la réalité de Sparte, le modèle de Platon, ne correspond pas à la légende de Sparte. L'historien grec Hérodote, le père de l'histoire qui écrit à l'apogée de Sparte, Hérodote dit par exemple que dans les faits, aucun Spartiate ne résiste à la corruption. Aristote dira dans les Politiques que Platon se fourvoie parce qu'il ne voit pas que la racine du problème politique est la perversité des citoyens. Bref, Platon désire un idéal moral inatteignable. Kant estimera même dans Vers la paix perpétuelle qu'il n'est pas souhaitable que les philosophes accèdent au pouvoir. Pourquoi ? Parce que la possession du pouvoir altère toujours le jugement. Pour que la société bénéficie de la sagesse philosophique, il suffit que les gouvernants laissent les philosophes s'exprimer librement.
La pureté éthique du philosophe roi est donc utopique. Platon pêche également par utopisme à l'échelle macro, c'est-à-dire dans sa conception du système social. Aristote, bien plus pragmatique et toujours prompt à critiquer son maître, Aristote soulignera dans les Politiques que Platon oublie l'enjeu essentiel de son utopie, la production des ressources. Quid de la masse de paysans nécessaire pour entretenir les gardiens philosophes et les guerriers ? Mais bon, Platon a conscience que son système n'est pas réaliste. Il précise dans la République, par la voix de Socrate, qu'il a simplement voulu tracer un modèle d'État parfait. Il est dans la nature des choses, dit Socrate, que l'exécution approche moins du vrai que le discours. Marc Aurèle, le seul philosophe roi de l'histoire, écrit dans ses Pensées pour moi-même « Ne t'attends pas à ce que la République idéale des philosophes se réalise du jour au lendemain, mais sois satisfait du plus petit progrès, et ce résultat, ne le considère pas comme une petite chose. Qui peut en effet changer l'esprit des hommes ? Platon néglige donc l'esprit des hommes, en d'autres termes, la nature humaine. Une autre limite essentielle de l'idée du philosophe roi, c'est le risque d'oligarchie. Le régime politique de Platon est évidemment une aristocratie. Mais pourquoi parler d'oligarchie ? En grec ancien, oi aristoi, ce sont les meilleurs, c'est pourquoi l'aristocratie est le gouvernement des meilleurs, c'est-à-dire une minorité réputée supérieure en lumière ou en vertu. Concernant l'oligarchie maintenant, en grec ancien, oi oligoi, ça veut dire les quelques-uns. C'est pourquoi l'oligarchie est le gouvernement d'une minorité tout court. Autrement dit, on perd l'idée de la supériorité intellectuelle et ou morale de la minorité dirigeante. Je résume, l'aristocratie, ce qui est censé être le régime de Platon, l'aristocratie est le gouvernement d'une minorité réputée supérieure, tandis que l'oligarchie est le gouvernement d'une minorité tout court. Et bien évidemment, comme le soulignera Aristote, l'oligarchie a intérêt à se faire passer pour une aristocratie. Les oligarques ont intérêt à se faire passer pour une élite légitime. Pourquoi l'aristocratie de Platon, en partant du principe qu'ils réussissent à établir une véritable aristocratie, avec des gouvernants véritablement supérieurs, en lumières ou en vertus, aux gouvernés, pourquoi l'hypothétique aristocratie de Platon risque-t-elle de dégénérer en une oligarchie ? Cela peut survenir au cours d'une même génération. Selon Aristote, l'élite aristocratique a tendance à abuser le peuple de telle sorte qu'elle perd sa supériorité et donc sa légitimité, puisqu'abuser le peuple est à la fois une faute morale et une erreur politique, dans la mesure où cela érode l'harmonie sociale. La dégénérescence de l'aristocratie des gardiens de Platon en oligarchie risque aussi de survenir d'une génération à la suivante. Comment l'expliquer ? Eh bien, ce sont les liens d'affection, et non pas le mérite, ce sont les liens d'affection qui guident la transmission des ressources, y compris le pouvoir et le statut, d'une génération humaine à la suivante. Les deuxième, troisième, etc. générations de gardiens seront donc probablement moins avisées et moins vertueuses que les premiers gardiens. En conclusion, une minorité gouvernementale réellement éclairée risque de devenir une caste de privilégiés qui défend ses propres intérêts. C'est, selon moi, la deuxième limite essentielle de l'idée du philosophe roi. La première limite de l'idée était son utopisme. Je vais maintenant évoquer une troisième et dernière limite essentielle de l'idée, la surestimation, voire la divinisation du philosophe. Le problème, c'est simplement que Platon part du principe
que le philosophe détient la vérité par la contemplation des idées. Il détient la vérité et il l'impose à la société. Cette foi dans la supériorité intellectuelle du philosophe trahit deux choses. Il y a tout d'abord la confiance de Platon dans sa propre théorie, la théorie des idées ou des formes. Le philosophe roi, en fait, c'est Platon. C'est Platon lorsqu'il essaie de convertir à la philosophie Denis l'Ancien, le tyran de Syracuse. Et c'est encore Platon lorsqu'il retourne par 2 fois à Syracuse pour convertir le fils, Denis le Jeune, dont Platon pensait qu'il avait un bon potentiel philosophique. La supériorité intellectuelle du philosophe roi, c'est donc la supériorité intellectuelle de Platon. Platon a en effet, d'après les témoignages, une haute idée de lui-même. Il n'a pas l'humilité de Socrate. Et Platon entretient sa réputation d'homme supérieur, même divin, comme diront ses fans. La seconde chose que trahit le mythe de la supériorité intellectuelle du philosophe, c'est la volonté de donner un fondement religieux, surnaturel, à l'autorité politique. Il faut donner le pouvoir au philosophe parce qu'il est le seul à accéder à la dimension divine qui sous-tend la réalité matérielle, à savoir les idées. À cet égard, Platon s'inspire probablement de la secte pythagoricienne qui s'était elle-même inspirée des discours et des pratiques religieuses de prêtres rois, de magiciens guérisseurs ou de chamans tribaux. Ainsi, Platon divinise le philosophe à la fois pour se diviniser lui-même et pour donner un fondement religieux surnaturel à l'autorité politique. J'en ai terminé avec les limites de l'idée du philosophe roi. C'était un peu long car cette idée me paraît, une fois son charme dissipé, très contestable. L'idée du philosophe roi est contestable par son utopisme, par le risque qu'elle aboutisse à l'installation d'une oligarchie, et enfin par la divinisation du philosophe. L'idée du philosophe roi est donc d'autant plus éclairante quand on réfléchit à ses limites. Elle nous aide à comprendre les élites politiques. En particulier, elle révèle l'utilité du savoir pour légitimer le pouvoir. Quelle sera la postérité de cette idée ? L'idée du philosophe roi de Platon s'inscrit dans plusieurs courants de pensée. Étant développée dans un livre qui s'appelle La République, elle s'inscrit d'abord dans le républicanisme, c'est-à-dire la philosophie politique qui repose sur l'idée de république. Mais c'est quoi la République ? Le mot vient du latin res publica, la chose publique, au sens de la chose qui appartient au peuple dans son entier, la chose qui appartient à tous. La République, c'est donc l'idée que l'institution qui organise la communauté représente la communauté tout entière et gouverne dans l'intérêt de la communauté tout entière. Par exemple, la monarchie de droit divin de Louis XIV au XVIIe siècle n'est pas une république parce que le roi tire sa légitimité du fait que son pouvoir lui est, paraît-il, directement conféré par Dieu. Le monarque de droit divin ne tire pas sa légitimité du fait qu'il représente la communauté qu'il gouverne. Donc le républicanisme, c'est le courant qui réfléchit à comment organiser la communauté de manière à représenter la communauté et à suivre l'intérêt de la communauté. Dans l'utopie de Platon, le philosophe roi gouverne dans l'intérêt de la communauté parce que la contemplation de l'idée du bien lui permet d'identifier l'intérêt général. Il peut donc déduire la bonne organisation de la société d'un modèle abstrait. On arrive là à un autre courant de pensée dans lequel s'inscrit l'idée du philosophe roi,
courant qu'on peut appeler par commodité l'idéalisme. Pourquoi est-ce commode de parler d'idéalisme ? Parce que c'est le courant de pensée dans lequel on range globalement la pensée de Platon. On dit que Platon est idéaliste parce qu'il affirme que seuls les modèles abstraits des choses concrètes, ce qu'il appelle les idées, pour Platon, seules les idées existent réellement. Pour le dire simplement, la réalité véritable, selon Platon, n'est pas concrète, elle est abstraite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être perçue par les sens. Tout ce qui est concret, c'est-à-dire tout ce qui peut être perçu par les sens, tout ça, c'est de l'illusion pour Platon. Il est donc idéaliste parce qu'il ne croit qu'à l'existence des idées. Le mot idéalisme vient du grec idéa, qui signifie idée. On range plus généralement dans l'idéalisme toute doctrine pour laquelle il existe un monde abstrait, que ce monde soit la seule réalité, comme chez Platon, ou bien que ce monde abstrait coexiste avec un monde concret. Quel est le rapport avec l'idée du philosophe roi ? Le rapport, c'est que, pour Platon, c'est le monde abstrait, plus particulièrement l'idée du bien, qui dicte l'organisation de la société. La pensée abstraite révèle le secret de la politique. C'est la démarche inverse de celle d'Aristote dans les Politiques, où il tire des conclusions de l'histoire politique. Aristote est réaliste, ou pragmatique si on veut, tandis que Platon est idéaliste. Si l'idéalisme est une conception de l'être, ce qu'on appelle une ontologie, l'idéalisme de Platon implique néanmoins une certaine organisation de la société. C'est pour ça que je rattache l'idée du philosophe roi au courant idéaliste. Enfin, on peut encore rattacher cette idée au courant communiste. Eh bien oui, la communauté des biens, des femmes et des enfants que Platon imagine pour les gardiens, c'est la définition du communisme. Une organisation sociale dont le principe est la mise en commun des ressources notamment. Le communisme des gardiens inspiré de Sparte n'est certes pas le communisme moderne de Marx, mais c'est une forme de communisme bien avant Marx. Comme je l'ai déjà dit, Aristote estime que Platon est le seul, à leur époque bien sûr, à avoir théorisé une forme de communisme. Ainsi, le communisme, l'idéalisme et le républicanisme sont les courants de pensée auxquels on peut rattacher l'idée du philosophe roi de Platon. Quelle est plus précisément l'influence de cette idée dans l'histoire de la pensée ? On peut tout d'abord détecter son influence dans certaines des plus célèbres utopies. À commencer par celle qui est à l'origine du terme même, l'utopie de Thomas More. More, qui est le plus grand humaniste anglais de la Renaissance, forge le mot utopie à partir du grec topos, lieu, avec le préfixe ou, ou, qui signifie non ou nulle part. L'utopie est donc étymologiquement un lieu qui n'existe pas. En choisissant ce titre, More assume le caractère irréalisable de la société idéale qu'il décrit. Son récit fictif sert toutefois à proposer les principes d'un bon gouvernement. Comme dans la République de Platon, les dirigeants de l'utopie de More sont choisis parmi les plus instruits. Ils ont, comme le philosophe roi de Platon, une connaissance intime des mathématiques qui sont, pour More, la pure manifestation de l'intelligible et la garantie de l'égalité. Enfin, More étend le communisme des gardiens à la société tout entière, et son système social s'inspire plus généralement de celui décrit dans la République de Platon. L'un comme l'autre système sont un projet totalitaire qui sacrifie les libertés individuelles à l'harmonie sociale. Il y a une autre utopie, quoique moins connue, qui s'inspire de l'idée du philosophe roi, celle de la Nouvelle Atlantide,
une nouvelle philosophique écrite au début du XVIIe siècle par l'anglais Francis Bacon, qui est un des deux grands penseurs de la science moderne avec Descartes. C'est justement sa foi dans la science qui inspire à Bacon son utopie. Il décrit une société planifiée et gouvernée par un corps de savants qui sont les seuls à même de séparer le vrai du faux, les lois de la nature des miracles divins. On retrouve donc la supériorité intellectuelle du philosophe roi. Bacon est d'ailleurs l'auteur de la célèbre formule « savoir, c'est pouvoir ». Enfin, il y a aussi une référence explicite à Platon, mais pas à la République, dans le titre de l'utopie de Bacon. L'Atlantide est une île légendaire évoquée par Platon dans 2 de ses dialogues. Bacon appelle sa société idéale Nouvelle Atlantide parce que Platon raconte que cette île a connu un âge d'or pacifique. Enfin, on peut encore détecter une influence de l'idée du philosophe roi, quoique moins facilement perceptible, dans une théorie politique plus récente, l'idée de l'avant-garde révolutionnaire. L'avant-garde, c'est à l'origine un terme militaire. C'est la partie de l'armée qui marche avant le gros des troupes pour ouvrir la voie. On parle également de l'avant-garde à propos des innovateurs en art ou en sciences. L'avant-garde au sens politique est théorisée par Lénine, le futur fondateur de l'URSS, en 1902 dans Que faire ? La thèse de Lénine, c'est que comme le prolétariat ne se soulèvera pas spontanément, il faut donc créer une organisation de révolutionnaires professionnels qui auront le même rôle que l'avant-garde dans une armée. L'avant-garde révolutionnaire de Lénine est une élite intellectuelle et morale comme les gardiens de Platon. Elle a de plus une conscience supérieure de l'intérêt du prolétariat, de la même manière que les gardiens ont conscience de l'intérêt général grâce à la contemplation de l'idée du bien. Les révolutionnaires professionnels de Lénine sont donc un peu les gardiens du prolétariat. Dans son Histoire de la philosophie occidentale, Bertrand Russell compare le Parti communiste de l'URSS à la caste des gardiens de la République de Platon. Ainsi, l'idée du philosophe roi a laissé des traces dans l'histoire de la pensée, dans les plus célèbres utopies, mais aussi, plus récemment, dans l'idée de l'avant-garde révolutionnaire. Que reste-t-il de l'idée du philosophe roi aujourd'hui ? Comme d'autres idées de Platon, elle a toujours une place dans notre imaginaire collectif, en vertu de quoi elle continue d'influencer notre réalité. On la retrouve notamment dans la formation des élites politiques modernes en Occident. L'importance de l'abstraction dans cette formation fait penser à la formation des gardiens de Platon. À l'image du philosophe roi, qui est le seul capable de contempler les idées, le dirigeant moderne doit faire preuve d'une certaine agilité intellectuelle avec tout un tas de références culturelles et de concepts qui ne sont pas familiers à l'homme ordinaire. Depuis la fin des Trente Glorieuses, il s'agit de plus en plus de concepts économiques, tels que la croissance, l'inflation, etc. Or, le peuple n'a pas été initié pour comprendre le discours économique de l'élite. Et à la vérité, l'abstraction de ce discours perd aussi beaucoup de gens pourtant formés à l'économie. L'idée du philosophe roi influence également notre réalité à un autre niveau. Elle est un archétype de propagande. Parce que si les électeurs ne comprennent pas les abstractions dans le discours du dirigeant, ils respectent cependant sa capacité à manipuler des abstractions. C'est la marque de la formation et de la supériorité intellectuelle du philosophe roi. Par exemple, en mettant en avant les impressionnants diplômes et le bagage culturel du candidat Macron, ces communicants cherchent à séduire l'opinion en faisant appel à l'archétype du philosophe roi.
Enfin, cet archétype se manifeste encore dans l'exercice du pouvoir. On peut relier l'idée du philosophe roi à la technocratie, c'est-à-dire le système politique où le pouvoir est exercé par des experts qui fondent leurs décisions sur des données techniques plutôt que sur le bien-être immédiat des populations. La figure contemporaine du technocrate, c'est l'économiste, qui a supplanté le lettré et l'ingénieur. Souvenez-vous, le philosophe roi identifie l'intérêt général en le déduisant de l'idée du bien. C'est ça son expertise à lui. Le technocrate, lui, identifie l'intérêt général grâce aux données techniques. Dans les deux cas, la capacité à identifier l'intérêt général dépend d'une initiation. Ainsi, l'idée du philosophe roi de Platon imprègne toujours notre réalité à travers la formation des élites, la propagande politique et même l'exercice du pouvoir. Comment résumer très rapidement tout ce que je vous ai dit ? J'ai d'abord éclairé les probables origines de l'idée du philosophe roi. Platon s'inspire de l'expérience politique des pythagoriciens, de la constitution de Sparte et de la réflexion éthique de son maître Socrate. J'ai ensuite expliqué l'idée du philosophe roi elle-même. Platon imagine de convertir un chef d'État à la philosophie avant de former des philosophes au pouvoir afin qu'ils prennent le relais. Ils devront avoir une intelligence et une éthique supérieures. Enfin, j'ai évoqué la postérité de l'idée du philosophe roi. Elle a nourri des courants de pensée politique comme le républicanisme, l'idéalisme ou encore le communisme, et elle a influencé de célèbres utopies. Elle est toujours présente dans notre imaginaire collectif, à partir duquel elle contribue, de manière invisible, à façonner nos sociétés. Vous avez aimé ? N'hésitez pas à le dire sur la plateforme où vous m'écoutez, ce n'est pas grand-chose mais ça m'aide vraiment. N'hésitez pas non plus à commenter. Pour finir, j'ai 2 choses à vous proposer. La première, c'est que si vous cherchez à développer votre culture générale, alors vous avez intérêt à connaître les 5 secrets des gens les plus cultivés. Pour les découvrir, cliquez sur le lien dans la description ou bien rendez-vous directement sur 1000idcg.com/5. Je répète, 1000idcg.com/5. Et puis, seconde chose que je veux vous dire, si vous aimez l'esprit de mon travail, à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête, alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express. C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description ou bien rendez-vous directement sur 1000idcg.com/ce. Je répète, 1000idcg.com/ce. Voilà, merci pour votre attention. Ça me fait vraiment plaisir que vous m'ayez écouté jusqu'ici. J'espère que mon travail vous a plu et qu'il vous sera utile. Je suis Romain et vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée.